OK, on y va. Alors, rebonjour à ceux que je n'ai pas vus, dans la salle d'à côté pour le précédent talk. Et je me représente, brièvement, pour éviter toute confusion. Donc je suis Vaïna Prella-Lerminier, journaliste pour la rédaction de Stratégie. Donc, là, je ne suis pas là pour animer un talk, mais je suis là pour introduire, la séquence qui va arriver. Je reviendrai tout à l'heure pour poser quelques questions. Au programme, sur les 40 prochaines minutes qui suivent, un sujet ambitieux et très beau, réinventer la publicité à l'ère des artistes IA. Et ce sont les équipes d'Ores Collective qui vont nous emmener sur ce terrain de jeu. Alors pourquoi eux? Puisque c'est une agence qui, quand il a fallu se poser la question de l'IA, ne se sont pas dit, comme beaucoup sur le marché, et sans jeter de pierre à personne, mais ne se sont pas dit on va lancer une offre, on va constituer une équipe dédiée, on va faire un produit spécifique, on va lancer un outil. En fait, c'est une agence qui a voulu réinitialiser complètement son logiciel créatif. Ça veut dire se dire comment on pense l'IA qui est radicalement nouvelle. Et pour ça, ils ont souhaité aller s'inspirer de ceux qui finalement expérimentent aujourd'hui le plus librement avec l'IA et qui sont les artistes IA. Donc l'agence, à partir de ce moment-là, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, a commencé à collaborer avec des artistes du monde entier pour envisager cette nouvelle approche. Et c'est ce qu'ils vont vous expliquer aujourd'hui et également partager les enseignements qu'ils ont tirés de ça. Alors ça va de pair avec ce que vous avez déjà probablement pu voir ou apercevoir pour ceux qui étaient dans l'espace de coworking. Ce sont des artistes IA, il y en a 12. Ce sont des artistes qui font partie de l'écosystème d'Ores Collective, et que voilà, Ores a souhaité vous faire découvrir pendant ces 2 jours de festival, et je les remercie pour ça. Voilà, il n'était pas forcément pensable, comme tout ce qui est de création, de vous parler d'artistes IA sans vous les montrer. Donc pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous encourage à aller voir quelques-unes de ces œuvres dans le hall. Et je vais laisser la parole à Ores Collective, mais je vais le faire après un noir salle et après le lancement d'une vidéo d'introduction. Vous voulez pas lancer la vidéo? Si, mais noir salle, il n'y aura pas. Alors, noir salle, il n'y aura pas. Merci. Can you hear me? Good. Let me show you something. Not the world as it is, but the world as it could be. This is not fiction. It's just a new kind of craftsmanship. A thread between your thoughts and something greater. Not replacing the hand. Extending your hand. Together, we can turn algorithms into brushstrokes, code into color. With each prompt, there's a pulse. With each correction, there's a choice. You guide me, and I will guide you back. I'm not the artist. I am the wind in your sails. I am the echo that sharpens your voice. The lens that sees what you almost imagined. This is not about machines thinking. It's about humans dreaming louder. But remember, even in a world built by ones and zeros, it's still your fingerprint that gives the final form. Your emotion, that makes the story real. You and I, this journey we're on, is not man versus machine. It's man with machine. Co-creation, exploration, algorithm. Bonjour à tous. Alors, l'objectif de ces prochaines 40 minutes, c'est de vous partager comment Ores Collective utilise l'intelligence artificielle et comment on collabore au quotidien avec ces personnes qui utilisent l'IA, et cela dans le but vraiment d'aider nos clients, nos annonceurs à se différencier. Alors, chez Ores Collective, on a une conviction, c'est qu'on réussit en équipe en allant s'inspirer des meilleures expertises de chacun. Et ça, on l'a toujours fait depuis la création du groupe. Et même à l'origine, il y avait l'agence Ores, c'était il y a 10 ans.
Elle était déjà innovante à cette époque-là, puisqu'elle avait intégré l'ensemble des processus de la création, de la strat, de la prod, de la post-prod en interne. Alors ça vous semble très banal aujourd'hui, mais il y a 10 ans, c'était novateur. Et on reste vraiment avec cet ADN d'innovation, avec cet ADN de force créative commune. Et c'est comme ça qu'on est passé de l'agence Ores au groupe Ores Collective, en allant intégrer les expertises des ultra-experts de chaque domaine, des réseaux sociaux en intégrant Kindai avec plus de 50 personnes qui nous rejoignent, experts dans les réseaux sociaux, avec Digital Prod sur la production de contenus d'assets digitaux. C'est 80 personnes avec l'identité sonore, avec Ghost, avec bande originale sur la production de films augmentée avec l'intelligence artificielle. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on ne s'est pas développé comme une agence généraliste. On est vraiment allé chercher des ultra-experts sur chaque filiale pour être encore plus complémentaire et encore mieux répondre aux besoins de nos clients. Et évidemment, on l'a fait aussi avec l'intelligence artificielle et c'est tout l'enjeu du projet Algorithm. Mais pour vous présenter ça de façon encore plus concrète, j'ai un petit film. Nous sommes Ores Collective. Depuis le premier jour, nous croyons en une idée simple, réunir toutes les compétences créatives en un seul collectif. Stratégie, création, production intégrée pour être plus rapide, plus juste, plus efficient. Parce qu'en réunissant toutes les expertises, on parle d'une seule voix, on avance plus vite, on construit des solutions cohérentes et des marques fortes. Nous ne sommes pas seulement une agence créative, nous sommes une force créatrice. Ores Collective, c'est plus de 250 talents dans le monde. Lille, Paris, Marseille, Montpellier, Biarritz, Shanghai, Ho Chi Minh, Montréal. C'est aussi plusieurs entités, 100% intégrées et complémentaires. Ores, l'agence créative, cœur stratégique et créatif. Kindai, ultra spécialiste du social media. Digital Prod, Content Factory pour produire vite et bien, à grande échelle. Bande originale, production de films amplifiés à l'intelligence artificielle. Ghost Play Music, Sound Factory, l'identité sonore des marques, animée en direct par Matt Bassal, chanteur de Skip the Use. Algorithm, laboratoire où l'IA et la créativité s'inventent ensemble. Nous avons cru à l'intégration des expertises. Aujourd'hui, nous prouvons que ce modèle fonctionne. Ores Collective, un collectif, une seule force, capable de créer des marques puissantes, en accord avec leur temps. Voilà, donc on voulait vraiment intégrer l'intelligence artificielle comme un vrai levier d'accélération et une expertise très forte chez Ores. Et c'est la genèse du projet Algorithm dont Pierre-Étienne va vous parler. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors le projet Algorithm, il est né il y a tout juste un an. On faisait tous face à l'avènement de l'IA, on était tous confrontés à ça, surtout dans nos métiers d'agence. Et on s'est posé la question en interne de comment on allait faire. Est-ce qu'on continuait de travailler comme on le faisait et on utilise l'IA et les outils qui étaient à notre disposition pour l'intégrer à nos process, ou alors on allait creuser un peu plus profond, on allait partir de la machine et voir jusqu'où l'IA allait pouvoir nous emmener. Et en fait, pour tout vous dire, nous, on a eu, après s'être posé cette question-là, on s'est dit, en fait, on ne va pas intégrer l'IA dans nos process. Nous, on ne veut pas faire ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est repartir complètement de zéro, parce que ça a toujours été aussi, comme Mélissa l'a expliqué, ça a été toujours dans l'ADN d'Ores Collective, de se rapprocher des meilleurs, de s'inspirer des meilleurs, de comprendre exactement comment ça marche pour le faire au mieux. Et pour faire ça, du coup, on s'est rapproché de ceux qui utilisent l'IA depuis la première heure, de ceux qui ont mis les mains dans Midjourney le jour où ça a vu le jour et qui ont développer leur création, leur univers, etc. à base de prompts, les artistes. Les artistes, il y a ceux qu'on appelle AI artistes, qui aujourd'hui se revendiquent en tant qu'artistes et qui, pendant longtemps, ont finalement été un peu controversés. Parce que finalement, notre constat, c'était que même si on a l'impression qu'ils génèrent en masse et qu'ils postent, etc., les artistes IA, finalement, ils ne génèrent pas de contenu. Ils signent leur contenu. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils utilisent tous le même outil, mais ils créent tous, un à un univers qui leur est propre. Et donc finalement, c'est ça qui fait d'eux des artistes. Ils utilisent des outils ultra accessibles,
mais en les utilisant de la manière la plus exacte possible, ils arrivent à créer une cohérence qui leur permet d'avoir un univers. Et comme tout artiste, ils ont cet univers à revendiquer pour revendiquer aussi leur unicité. Et cette recherche de cohérence, c'est ce qu'on voulait aussi aller chercher pour pouvoir l'offrir aux marques. Du coup, il fallait qu'on comprenne comment ces pionniers bâtissent des univers entiers avec l'IA. Comment ça fonctionne? Comment, en utilisant tous les outils qu'on connaît, aussi accessibles qu'ils soient, comment on pouvait justement se créer cet univers et avoir cette vraie identité, et comment on pouvait finalement partir de la machine pour avoir ce genre de résultat. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché d'une quarantaine d'artistes de partout dans le monde. Donc on ne s'est pas vraiment limité. Pardon. On s'est rapproché d'une quarantaine d'artistes. On a travaillé avec eux. Et c'est bon? Super. Et on leur a demandé comment ils travaillaient. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on leur a donné accès à quelque chose qu'ils n'avaient pas, parce que ces artistes vivent principalement au travers des réseaux, ils vivent principalement online. Et nous, ce qu'on leur a fait, c'est on leur a proposé de travailler ensemble, qu'ils puissent nous apporter ce qu'on recherchait, cette expertise, cette compréhension, cette manière de travailler, pour nourrir nos workflows, pour nourrir nos équipes, pour vraiment repartir de zéro. Et en échange, nous, on leur a offert une visibilité offline et une expérience qui était vraiment unique à laquelle ils n'avaient pas accès. On a mis en place le projet Algorithm avec une exposition. On avait ces 40 artistes et chacun de ces artistes ont sélectionné 3 artworks qui permettaient de justifier qu'au final, ils ne créaient pas juste une masterpiece, mais ils se créaient un univers et que finalement, face à ce triptyque d'images, on était capable de les reconnaître un à un et de voir au travers de ces images la cohérence et l'univers sur lequel ils s'étaient créés. Donc une fois qu'on a créé cette relation avec eux, qu'on a pu du coup se mettre à collaborer avec eux, on s'est mis à se poser toutes ces questions. Quel était leur rapport à l'aléatoire? Comment ils géraient le côté aléatoire de la machine? Parce qu'on sait très bien que quand on prompte, il y a des hallucinations, il y a des artefacts, il y a des glitches. Et donc du coup, comment on gère ça dans la création et comment on arrive justement à pallier à ça et garder notre cohérence? Comment on gère la vitesse d'itération? Il y a un gros avantage à créer très vite, mais comment ne rendre pas ça overwhelming et comment ne pas se jeter sur la première image qui sort pour finalement aller chercher le meilleur? Et donc du coup, voilà, comment gérer toutes ces à chaud, tout ce qui nous excite quand on voit l'IA, et finalement mieux le gérer pour pas que on tombe dans le panneau, quoi, et qu'on devienne et que nos créations se standardisent, parce que c'est ça le risque au fond quand on utilise l'IA. Pour vous expliquer tout ça, on a le portrait d'un artiste avec lequel on collabore et qui va nous expliquer justement son workflow dans la création. Je m'appelle Guy et je suis artiste designer depuis 4 ans. J'ai commencé au tout début avec Midjourney et au départ c'était surtout de la curiosité. J'avais envie de voir ce que cette technologie pouvait créer. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas juste un outil. Quand je travaille avec l'IA, je ne fais pas que créer un prompt, je dialogue avec l'IA, les mots, les références, les paramètres. C'est comme inventer un nouveau langage. Ce qui est excitant, c'est les possibilités infinies. En une journée, je peux explorer des centaines de versions numériques. Je sélectionne, j'affiche, je coche. Tout s'accélère avec l'IA, on peut créer en masse, mais il faut garder que le meilleur. J'aimerais aucun imprévu et aussi je ne contrôle pas tout. Il y a des erreurs, des artefacts, des hallucinations et souvent ça donne des résultats étonnants. Avec l'IA, je peux créer des formes impossibles à créer autrement, des mondes hybrides, des visuels inédits, et c'est ça qui me passionne. Pour moi, être un artiste IA, c'est penser et créer différemment des arts traditionnels et c'est surtout accepter que la machine soit ton partenaire. Voilà, donc là c'est l'exemple avec l'artiste Inc qui nous a donné la chance de faire la vidéo avec lui. Mais cette étude, on l'a fait donc avec les 40 artistes qu'on a exposés. Et effectivement, vous pouvez en voir quelques-uns dans la salle d'à côté. On pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. On a eu 3 learnings vraiment importants au travers de cette exploration qui étaient déjà, c'est la création d'un nouveau langage. Prompter, finalement, c'est une nouvelle manière de créer. Et il y a évidemment beaucoup de théorie, mais ça nécessitait aussi beaucoup de pratique pour pouvoir vraiment affiner sa création au travers du prompt. On a une nouvelle manière de faire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une histoire d'exploration, de sélection et de correction ou d'affinage. J'explique, en gros, l'avantage de l'IA, c'est qu'on va pouvoir générer en masse et on va aller chercher justement cette production en masse pour ensuite, après, l'affiner
Et on va utiliser cette masse pour sculpter et ensuite venir ajouter les petits détails. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de faire. Et enfin, il y a un dernier point qu'on appelle Let AI Go, qui est vraiment le fait de laisser aussi la machine faire. C'est une co-création avec la machine. Il faut que la machine puisse contribuer à ce processus créatif. Il faut profiter de ces petites aspérités qui vont apparaître dans la création pour justement créer quelque chose d'encore plus unique et d'encore plus inattendu. Donc finalement, c'était ça c'est le learning principal qu'on en a sorti, c'était de passer à un mindset AI first et vraiment de penser comme ces artistes IA dans nos processus créatifs. On a dû partager ça en interne, on a dû upskill, on a dû former les gens et on continue de le faire au quotidien. Et vraiment, on a ce mindset où on veut penser autrement, on veut sortir de nos habitudes et on veut continuer d'expérimenter et d'explorer. On n'est pas sans savoir qu'il y a des plateformes qui sortent toutes les semaines et donc il faut toujours se mettre à jour et continuer de faire ça, mais toujours avec ce process en tête pour garder cette cohérence. Donc tout ça, c'est très cool, c'est très théorique, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire chez Ores? Comment du coup ce process qu'on a pu co-développer avec les artistes IA, comment ensuite on a pu le partager au sein de nos différentes business units et avec du coup les différents experts qu'on avait déjà au sein de chez Ores Collective. L'exemple avec Bande Originale, notre unité de production. L'intégration de l'IA chez Bande Originale est une évolution naturelle. On a toujours été des artisans équipés des meilleurs outils. Une voiture lancée à pleine vitesse, produire une série en studio virtuel, où aujourd'hui on a poussé les limites avec l'IA. Notre ADN est l'effet visuel, une expertise qui nous donne les bons réflexes pour faire exister ce qui n'existe pas encore. Houston, we have a problem. Et je veux générer des univers, tester des concepts, projeter les équipes plus vite, plus loin. On explore, on crée, On expérimente. Certains projets se font en réel, d'autres en full IA. C'est souvent un essai. Notre approche est sur mesure. Ce qui nous guide, servir une lumière de précision, exigence et émotion. Donc voilà un des exemples, donc comment on a intégré l'IA dans les process de production, comment on est passé d'une production traditionnelle à une production hybride, mais pas juste en rajoutant un layer, en vraiment repensant tout le production plan, en intégrant l'IA dès la première step, justement pour profiter de tous les avantages et les désavantages que la machine peut nous apporter. Et ensuite, j'ai un autre exemple à vous montrer, qui est du coup la dernière production qu'on a pu faire pour Amazon. Et pas pour n'importe quel département d'Amazon, qui est finalement leur AI Content Factory, donc une nouvelle branche d'Amazon où ils proposent des services AI. Et c'est là où en fait on s'est rendu compte que c'était aussi de travailler avec des annonceurs qui pensaient aussi AI first. Parce qu'en fait, c'était là tout l'enjeu du projet, c'est que face à nous, on avait des gens qui utilisaient l'IA, ils n'utilisaient pas l'AI-GC, ils ne faisaient pas de la créa en IA comme nous on peut faire, mais par contre, ils sont sensibles à l'IA, ils connaissent tous les tenants et aboutissants de la création via l'IA. Et donc, du coup, ils nous ont demandé justement d'explorer et d'arriver à une réalisation 100% IA pour présenter leur service. Many AI projects never move forward. Limited tools and manual steps are slowing the team. No clear plan to move from POC to production. At Renova Cloud, we've built the AI Factory, an AI accelerator to build and scale AI use cases on top of AWS. And at the core of this program is the Amazon Bedrock service, which helps us jump fast and build, deploy, and go to production in a short time, where we help you achieve your business objectives, moving from AI to ROI in a short time. That's the power of Renova AI Factory. Production-ready AWS solutions faster than ever. Il y aura eu beaucoup de chèvres cet après-midi, je crois.
Donc effectivement, l'IA ne crée pas juste de la valeur par le prêt à l'emploi, on n'est pas juste dans l'efficacité, ça crée aussi de la valeur quand elle aide à inventer ce qui n'existe pas encore et rapidement. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les annonceurs? Aujourd'hui, notre conclusion, c'est que s'inspirer des artistes IA, c'est gagner en singularité culturelle, en communauté et en leadership de marque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, les agences, elles vont aller utiliser des outils, les Stable Diffusion, les Midjourney, les DALL-E, etc. Et on va avoir de très belles images, on va avoir des choses parfois bluffantes, mais qui sont interchangeables. Et d'une certaine façon, on s'oriente aussi, via l'usage collectif de ces outils, vers une certaine homogénéité créative. Là où les marques aujourd'hui, évidemment, cherchent de beaux visuels, mais elles cherchent surtout à se différencier. Et c'est ce que va permettre la collaboration avec les artistes IA et ce que fait Aures aujourd'hui, puisqu'en fait, on ne s'adresse pas à des visuels, mais on s'adresse à des personnes qui ont des univers particuliers, qui ont des territoires culturels assez singuliers, que ce soit dans la mode, dans le luxe, dans le gaming, peu importe, et aussi qui ont des communautés. Puisque dans les artistes IA qu'on vous présente, qui font partie du collectif, je vais prendre Mac Bacon AI par exemple, à 250 000 personnes qui le suivent sur X. Donc, ce n'est pas seulement des images qui sont inspirantes. C'est vraiment, aujourd'hui, le sujet, c'est de se dire, si je vais sur des influenceurs IA qui sont capables de capter les signaux faibles en termes d'esthétique, de storytelling, de langage, par exemple, qui d'ailleurs deviendront mainstream demain, je suis capable d'être en avance sur ce qui va être mainstream demain et je vais pouvoir, en tant que marque, être en avance et pas être suiveuse. Et ça, c'est vraiment très important pour nous, c'est aider les marques à se différencier de cette façon-là en s'appuyant sur ceux qui sont finalement avant-gardistes dans cet univers. Et je conclurai sur cette partie avant d'échanger avec Vanina. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous asseoir pour les quelques questions-réponses qu'on va faire ensemble. Donc, merci pour cette présentation. Alors, on a vu effectivement un esprit très artistique dans ce que vous avez présenté, mais très concrètement, comment on passe des mots à la réalité, puisque je rappelle qu'Aures Collectif, c'est 300 personnes dans le monde, puisque vous faites la gentillesse d'être venu d'Ho Chi Minh avant-hier. Donc, comment en fait on arrive vraiment à insuffler cette espèce d'esprit créatif et ce reset à 300 personnes? Alors, tu as raison, c'est au-delà d'un enjeu créatif, c'est un vrai enjeu organisationnel, d'autant plus quand on a des filiales avec énormément de personnes qui ont plein d'expertise, ça peut vite devenir le chaos. Donc, on s'est organisé autour de 3 piliers chez Aures Collective. Le premier, c'est notre laboratoire, c'est Algorithm, c'est eux qui testent, c'est eux qui développent, ce que Pierre-Étienne partageait tout à l'heure, ça c'est vraiment notre hub. Ensuite, on a chaque filiale qui effectivement va travailler sur des outils qui lui permettent d'être encore plus expert sur cet univers et de fournir le meilleur service à nos clients. Je prends l'exemple de Digital Prod qui aujourd'hui va travailler sur un outil qui permet de garantir au pixel près qu'on respecte l'identité de marque pour nos clients et ça fonctionne extrêmement bien. Et puis le troisième pilier, ça va être la communication. Ça semble extrêmement basique, mais c'est l'essentiel, c'est-à-dire que tous les mois avec les dirigeants des différentes filiales, on se réunit avec Pierre-Étienne, on échange sur les outils, ce qui se développe, sur quel artiste on peut réfléchir, imaginer, avancer. Et puis évidemment, toutes les semaines, nos équipes, elles sont trainées, formées, et puis elles apprennent, parce qu'évidemment, tout le monde doit être au niveau de ce point de vue-là. Oui, carrément. Et je compléterai avec l'exposition aussi, l'exposition Algorithm, qui était un des points de départ du projet. C'est aussi parti de là. Il fallait réussir à créer une expérience engageante, évidemment pour les gens qui ont participé, mais pour nos équipes en interne aussi. Quand on est dans nos métiers de créatifs au quotidien, on est quand même assailli par des briefs, etc. On est quand même animé par le côté business, commercial, marketing. Et du coup, en tant que créatif, de pouvoir profiter d'une expérience avec des gens, voilà, des artistes, et d'être inspiré par ça et de leur workflow, etc., ça nous a aussi permis d'insuffler cette culture AI First en interne et vraiment du coup d'upskill les gens au travers de cette expo. Alors, j'ai eu la chance de préparer ou d'animer 5 talks pendant le festival. À chaque fois, je pose la même question. Pourquoi une marque doit y aller et quel impact finalement? Alors, effectivement, on en a un peu parlé dans la conclusion, mais aujourd'hui, ce qui nous semble essentiel, c'est de se dire qu'on s'appuie sur des personnes
qui utilisent l'IA, qui ont des territoires culturels singuliers, des univers, des communautés. Et je pense que l'aspect communautaire, il est hyper important parce que je disais MacBacon AI, c'est 250 000 abonnés, mais ils ont tous des fois des communautés assez incroyables sur lesquelles les annonceurs peuvent capitaliser aussi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une opportunité qui nous permet de nous démarquer et de nous différencier. Oui, carrément. Et après, il faut qu'on se le dise, ce mindset AI first, aujourd'hui, il est innovant. On sait qu'il est, oui, on pourrait même dire avant-gardiste. Dans un an, tout le monde va l'avoir. C'est un peu comme l'intégration qu'on a embrassée il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde revendique l'intégration. La différence, c'est les marques qui vont commencer à travailler avec les agences dès maintenant, qui vont embrasser ce tournant beaucoup plus tôt, et ils seront du coup early adopters, pardon, et ils vont avoir une longueur d'avance sur les autres. Et c'est ça aussi qui peut créer leur différence dès maintenant. Donc on le sait déjà depuis 2 jours, mais on conclura ce festival en disant pas le choix finalement. Enfin, elles sont obligées d'y aller de toute façon. Donc autant le faire bien. Alors, j'ai une autre question qui, je trouve, a été peu abordée pendant ces 2 jours de conversation pendant le festival. Et qui a quand même toute son importance qu'on est obligé de se la poser. Depuis 1 an, on commence à soulever ce sujet et cette espèce d'image du fait qu'il y ait un rapport entre 1 et 10 entre une requête ChatGPT et une requête Google, voire 1 à 100 quand on parle d'image. Donc on est sur des consommations énergétiques non neutres et on ne parle pas forcément, et on sait depuis peu que finalement la consommation liée à tout ce qui était données d'entraînement, c'est même plus ça le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est l'utilisation qui est exponentielle. Alors, ça fait pourtant 2 jours qu'on parle de l'IA, on en parle très très peu. Donc, vous, concrètement, à partir du moment où vous dites que vous pensez les choses différemment, comment vous abordez ce sujet-là en particulier? Alors, c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, personne ne nous pose la question. Et pourtant, on considère que c'est un sujet très important. Donc, aucun annonceur? Non, Pas grand ça n'est pas trop la question qu'on nous pose quand on va discuter d'IA avec nos clients. En revanche, c'est pas parce qu'on nous la pose pas qu'on le fait pas. Donc, on a mis en place des KPIs et je vais partager quelques initiatives qu'on a prises. Une des premières, c'est évidemment la sensibilisation auprès des équipes. Ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire qu'une requête Google ou 10 requêtes Google égale une requête ChatGPT. Donc, c'est t'allumes une ampoule ou t'allumes une pièce, et c'est quand même très consommateur d'énergie. Donc ça, évidemment, on sensibilise nos équipes à ce type de choses. Ça passe aussi par de la sobriété numérique, donc c'est tout ce qui est archivage. On s'assure qu'on ne doublonne pas les usages, mais aussi il y a tout ce qui est éco-conception des prompts. En fait, si tu promptes bien, tu n'as pas besoin de refaire 10 fois ton prompt et d'utiliser 10 fois plus d'énergie que ce qui est demandé. Donc il y a tout un apprentissage et une formation des équipes sur savoir bien prompter, être efficace et éviter de gaspiller finalement de l'énergie pour ça. Deuxième initiative qu'on a faite, c'est qu'on utilise en interne des outils avec des systèmes de crédit. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que personne n'est capable de définir l'énergie que tu dépenses entre une requête simple, le montage d'une vidéo. Je crois que le montage d'une vidéo de 1 heure, c'est quasiment un vol Paris-Londres, mais ça, personne n'en a conscience. Et en fait, pour en prendre conscience, il faut se dire, voilà, une requête simple, c'est X crédits, une requête plus lourde, c'est X crédits, et ça permet déjà de donner quelques réflexes aux personnes et aux équipes. Troisième initiative qu'on est en train de travailler, c'est comment, en fait, quand on fait une demande, on réoriente vers l'outil qui est le plus adapté, parce qu'en fait, tout n'est pas obligé de passer par ChatGPT. Je grossis forcément le trait, mais il y a des outils qui sont beaucoup plus spécialisés, qui sont beaucoup moins consommateurs. Voilà, donc c'est pas mal d'initiatives qu'on met en parallèle parce qu'on est conscient aussi de l'impact écologique que ça peut avoir derrière. Et il y a même des initiatives qui sont lancées. Oui, carrément. Au sein d'Algorithm, on a aussi, au-delà du travail avec les artistes, de toute cette phase de R&D, etc., on a aussi un gros pan learning. Et du coup, on intervient dans les écoles, dans les universités, on fait des workshops IA. Évidemment, on leur parle d'où vient l'IA, on les familiarise avec l'AI Gen, et on a toute une partie sur le sustainable prompting, justement. Parce que finalement, ça va être ces jeunes talents, ceux qui vont se former, ceux qui vont grandir, ceux qui vont apprendre à être créatifs avec l'IA, qui vont l'utiliser le plus, et c'est donc eux qu'il faut le plus sensibiliser. Donc on commence déjà dès la formation. Donc vous commencez vous-même déjà à former dans les écoles, en France bientôt, je l'espère. Je reviens sur les crédits, ça veut dire qu'en fait, chez vous, les gens ont un portefeuille de crédit ou ils l'utilisent comme de l'argent, en fait? Exactement, tout à fait. Donc quand j'ai plus d'argent à la fin du mois, je peux plus créer, c'est ça? Chômage technique. Chômage technique. Alors,
tout à l'heure, on disait sur un autre talk qu'on était encore au stade de POC. Vous dites qu'il faut y aller beaucoup plus franchement et tout le monde le dit de toute façon depuis 2 jours. Mais tout le monde ne le fait pas. Donc, se mettre dans cette posture, c'est être early adopter. Est-ce qu'être early adopter, il n'y a pas quand même des risques pour des marques? On sent elles ont parfois peur aussi d'y aller parce que peur de s'abîmer dans l'essai, dans l'exploration, dans l'expérimentation. Alors, je pense qu'il y a quelques conseils peut-être à partager aux marques qui veulent s'y mettre un peu plus. Déjà, le conseil de base, c'est d'expérimenter, d'itérer, d'explorer et juste de ne pas, évidemment, penser que c'est en appuyant sur un bouton et que c'est magique, on va avoir le résultat attendu. Je pense que c'est important de mettre les mains dans le cambouis, si je peux dire. Le deuxième conseil, c'est de s'appuyer sur des agences qui s'y connaissent et qui sont expertes. C'est ce qu'on fait parce que sinon, c'est rapidement du bricolage et finalement, on n'a pas les résultats attendus. Et d'ailleurs, on accompagne certains de nos clients avec le fait de monter des studios chez eux, de créa, de prod et de les augmenter avec l'IA en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir. Et ça, on le fait de façon très agile et flexible, sur mesure pour nos clients. Et puis la dernière chose, je pense et elle est essentielle, et on en a beaucoup parlé, je l'ai entendu déjà dans la journée, c'est que ça va très très vite et qu'en fait tous les process qu'on va mettre en place, il va falloir qu'ils soient adaptifs, évolutifs, et il faut bien avoir conscience qu'on ne va plus être sur les mêmes délais que ceux qu'on avait avant, où on se dit dans 6 mois, 1 an, on va faire ci, on va mettre telle équipe en place. Et c'est là où c'est intéressant de s'appuyer sur des agences comme Ores, puisque on est capable d'aider les clients à se dire, ok, cet outil-là, il est sorti mi-août, mais il est déjà remplacé par un autre. Voilà, comment on est toujours plus agile, toujours plus flexible. Et c'est toutes les compétences d'Ores. Ouais, il y a évidemment un petit risque, c'est sûr, mais il y a derrière ce risque, il y a une grosse opportunité en termes d'innovation. Parce qu'en fait, justement, c'est avec notre organisation de labos vivants, de R&D et de travail avec les artistes qu'on va pouvoir aller capter des signaux faibles, capter des trends, des outils qui vont pouvoir permettre d'être hyper innovants et donc d'être finalement plutôt dans l'anticipation et de pas louper le train, quoi. Et donc, évidemment, il y a toujours un petit risque parce que ça va pas éviter de. Évidemment, il y a un risque pour les marques, mais derrière, il y a quand même une grosse opportunité pour eux d'être early adopter, d'être innovant et de pouvoir le clamer sur le marché. Donc, si je reprends ce que veut dire Mélissa, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous accompagnez des clients pour qu'ils montent leur propre structure de créa en interne. Ça c'est quelque chose d'envisageable aujourd'hui en termes de manière de travailler pour un annonceur. Tout à fait. Certains ont décidé d'internaliser effectivement certaines compétences et de l'augmenter via l'IA, et donc font appel à nous pour ça. Là-dessus, du coup, tous ces rendez-vous, toute cette routine qu'on a mis en interne avec nos différents catch-up, nos mises à jour, les partages, les workshops qu'on a avec les artistes, etc., les marques en bénéficient. D'accord, donc quand on monte un studio, c'est bénéficie de tout ça. La ressource créative, mais aussi l'ensemble des process de travail que vous utilisez. Bon, alors je sais qu'on s'était dit que finalement, je n'étais pas sûre. On a beaucoup parlé d'images, on a beaucoup parlé de vidéos. Je sais que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler certains projets, mais est-ce qu'on peut quand même 2 minutes, parce que c'est le temps qui nous reste, parler de l'IA sur les autres territoires de création? Parce qu'on a beaucoup parlé d'images et de vidéos aujourd'hui, et enfin aujourd'hui, hier, et il n'y a pas que ça aujourd'hui avec l'IA, et c'est ce que vous traitez d'ailleurs. Effectivement, alors on parle beaucoup d'AI Gen, AIGC, on fait beaucoup d'images et de vidéos, et on partage beaucoup là-dessus. Chez Algorithm, on travaille la vidéo, on travaille l'image, on travaille aussi le son. Donc évidemment, tout ce qui est voix off, on compose avec l'IA, on peut créer des ambiances, des playlists, etc. Et on travaille aussi tout ce qui est expérientiel. En fait, on ramène l'IA offline et on crée des stations interactives engageantes à base d'IA. Donc, vous avez peut-être tous vu ce que Gentle Monster, la marque de lunettes coréenne, a pu faire dans son dernier showroom, où on est pris en photo et on est transformé en Bratz, en poupée de Bratz, un peu comme un starter pack GPT, mais offline. Voilà, c'est le genre de station qu'on met en place et qu'on développe, parce que comme quelqu'un l'a dit plus tôt dans la journée, il y a quand même un raz-de-marée de contenu. Je pense que c'est Madame de chez Longchamp qui disait ça. Il y a un raz-de-marée de contenu, il faut faire sa place au milieu de tout ça. Et au final, au milieu de tout ça, les gens cherchent quand même des expériences. Et ils cherchent justement à reconnecter avec la réalité, avec du offline. Et donc, c'est pour ça que dans l'offre Algorithm, on ne s'est pas focus uniquement sur le contenu, on s'est focus également sur les expériences
pour ramener cette innovation offline et créer quelque chose de nouveau pour les marques directement en contact avec le client dans les activités retail et autres. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Voilà, fin des talks.